On va démarrer. Donc, bienvenue à cette conférence qui est plutôt interactive. Alors, je ne sais pas si on va appeler ça vraiment une conférence. Nous sommes dans le cadre des rencontres à compétences égales. Moi, je m'appelle Caroline Quénardel. Je suis consultante à l'APEC et je suis sur la région de Lyon. Le sujet qui nous intéresse aujourd'hui est de parler des objections et la valorisation de ces différences. Je suis désolée, je suis en train d'accepter tout le monde en même temps. Pardonnez-moi. On est ensemble pour à peu près 1 heure. Le but est de vous donner quand même des méthodes pour être concrètement en capacité de traiter les objections et évidemment, par la même occasion, de se valoriser pour ses interlocuteurs. Je ne peux pas du tout autoriser tout le monde tout le temps. C'est pas grave. Alors, du coup, pour démarrer ce webinaire, ce que je vous propose déjà, c'est de travailler et de réfléchir finalement à qu'est-ce que c'est qu'une objection. Qu'est-ce que pour vous pourrait être des expressions formulées par un interlocuteur qui indique une objection? Est-ce que vous avez des idées? On l'a tous vécu. Est-ce que ça vous parle? Plus ou moins. Par exemple, on pourrait formuler une objection en commençant par un oui, mais en entretien, par contre, il vous manque. Je crains que. On peut aussi voir des objections lorsqu'il y a des trop, des pas assez. Tout ça fait partie en fait du type d'objection que vous pouvez rencontrer. C'est certains exemples parmi beaucoup d'autres, hein, mais du coup, voilà, c'est des choses où on va vraiment avoir un frein, on va vous émettre un frein et vous allez devoir après traiter cette objection. Et pour ça, il y a différentes manières. Alors, quand vous avez une objection, est-ce que vous avez des ressentis? Enfin, généralement, vous ressentez des émotions particulières. Alors, du coup, je vais le faire moi. Excusez-moi, si vous voulez, je peux donner un exemple d'objection. Je suis tout à fait d'accord. RQTH au niveau d'angoisse généralisée, et donc je ne le dis pas comme ça, mais en fait, il me faut une période d'adaptation au niveau de la formation et une ambiance de travail agréable, je veux dire bienveillante surtout, et de la part des recruteurs. Ce qui fait que j'ai beaucoup de mal à me défendre en entretien, puisque forcément, la personne qui me stresse, c'est justement le recruteur. Et comment expliquer que justement, moi, quand je explique que voilà, il me faut pas forcément un environnement stressant, on me dit bah oui mais tous les travails, enfin notre travail est stressant, voilà, en gros pas la peine de postuler, hein, puisque de toute façon dans cette entreprise-là, bah oui, ce qu'il faut faire, c'est de la réactivité, ce qu'il faut faire, c'est savoir s'organiser, voilà, vous gérer, être autonome, bref, tous les jobs de toute façon écrivent ça, je vois même pas l'intérêt d'en discuter, parce que de toute façon, pour moi, tout job est stressant. Donc, dans le sens où, pour tout le monde, chacun a sa part de stress. Et voilà, maintenant, si j'ai postulé, c'est qu'évidemment, je pensais correspondre, même si, justement, ma RQTH est dans ce sens. Et là, le 8 mai, il arrive. Et puis, voilà, c'est vrai que je suis au début, moi, ça fait que 2 ans que je suis RQTH, par exemple. Et du coup, je n'avais pas encore énoncé ma RQTH avant. Du coup, j'avais honte. Et puis là, ouais, je m'en sors pas. Voilà, je vous laisse parler, merci. Merci pour votre intervention. Donc effectivement, on peut avoir des objections. Alors là, c'est par rapport à la gestion du stress.
Le stress, c'est quelque chose d'assez personnel, hein. On est tous plus ou moins sensibles au stress. C'est la conséquence en fait d'une émotion, le stress. Donc après, c'est aussi quand vous allez répondre, on va le voir après, à ce type d'objection, ça va être effectivement de pouvoir argumenter et démontrer que même si dans votre reconnaissance de handicap, il y a besoin d'avoir, comment dire, ouais, j'arrive pas à trouver le mot. Une exposition, voilà, une exposition au stress moindre, malgré tout, vous savez gérer et c'est quelque chose dont vous avez, vous avez les outils pour. Sinon, évidemment, vous n'auriez pas postulé et une vie sans stress, ça n'existe pas. Donc, effectivement, comment on va faire pour reformuler tout ça? Donc, je suppose que quand vous avez un peu ce type d'objection, ça peut être assez énervant. En général, voilà, on peut être énervé, agacé, en colère. On peut être déçu aussi. Quand on vous l'a sorti X fois en entretien, on commence à être sérieusement irrité. Donc, on peut se retrouver un peu sur la défensive. Et du coup, la posture qu'on va adopter va être aussi un peu en notre faveur ou pas. Donc, il faut aussi faire attention à essayer de faire une espèce de page blanche pour que l'énervement qu'on a pu cumuler au fil des objections qu'on aura pu vivre ne soit pas trop présente sur un nouvel interlocuteur qui, lui, n'a pas le passif que vous pouvez avoir. Donc, du coup, quand on est sur ces ressentis, alors à la fois qui sont autour de la colère, de l'agacement, de la déception, etc., mais aussi de la peur, hein, parce que ça peut générer une sorte de peur de ne pas être pris en compte, de ne pas être celui que l'on retient. Enfin, il y a pas mal de choses aussi. C'est des besoins qui vont être un peu ignorés finalement. Donc, l'objectif, là, ça va être de trouver des moyens de lever ces objections et d'y répondre de manière efficace pour qu'elles soient balayées et qu'on puisse avancer dans le recrutement. Donc, du coup, au niveau des manières dont on peut lever les objections, on va le travailler maintenant. Donc, du coup, là, on peut être sur une méthode. Alors, je ne sais pas si vous voyez très bien, ça fait un peu flou sur mon PowerPoint, mais je vais vous le lire de toute façon. Donc, déjà, on va parler de cette méthode qui s'appelle CRAC. Donc, CRAC, pour le premier, c'est creuser. Donc, comprendre en fait pourquoi la personne peut avoir ce type d'objection et du coup de crainte. Donc là, il va falloir faire preuve d'un peu d'empathie, de ne pas contredire non plus la personne. Si vous dites non, ce n'est pas le cas, ça va pas être suffisant pour que l'objection soit réellement levée. Et du coup, poser aussi des questions pour pouvoir vous mettre d'accord et puis embarquer un peu la personne avec laquelle vous allez échanger. Le deuxième, le R, donc c'est le R de reformuler. Donc là, on va pouvoir reprendre un peu dans l'échange ce qu'a dit votre interlocuteur, comprendre ses enjeux, accepter son objection qui peut être effectivement réelle. On n'est pas que sur des éléments subjectifs. Et du coup, transformer l'objection à comment vous pouvez répondre à ce besoin-là. Le A pour argumenter, donc là, on va être vraiment sur le fait de rassurer un maximum l'interlocuteur et du coup de valoriser aussi votre différence ou votre valeur ajoutée. On est vraiment dans la conviction, dans le concret. Alors, on parle d'une méthode qui est une méthode plutôt commerciale, mais on va plutôt, la méthode CAP, c'est caractéristiques, avantages, bénéfices. En recrutement, on est sur la même idée, mais avec une autre méthode qu'on va regarder ensemble après. Et puis, évidemment, on va prouver ces dires dans l'argumentation pour pouvoir être le plus convaincant possible avec des exemples, des illustrations, des choses vraiment très pragmatiques et concrètes sur lesquelles on ne pourra pas vous refuser derrière. Alors, je vais essayer de désactiver les micros. Est-ce que c'est mieux là? Ça m'a l'air d'être mieux. C'est pas moi qui tape, hein, mes mains sont là.
Le dernier C, du coup, on est sur contrôler. Contrôler, ça signifie vraiment de valider et vérifier que votre réponse est adaptée. S'assurer que le doute est levé, donc que l'objection qui était présente n'est plus là. Et puis, pour conclure également le recrutement, la fin de l'entretien. Alors, on va détailler tous ces aspects. Donc, le premier, c'est creuser. Ah, à vos souhaits. Il y a encore quelqu'un qui a son micro. Je vais essayer de... On va essayer d'aller couper le micro. Tac. Voilà. Si jamais vous voulez parler, n'hésitez pas, j'ai coupé le micro. Et faites-moi lever la main ou faites-moi signe, comme ça, on pourra, je vous le réactiverai. Ça évitera les bruits parasites. Du coup, donc, le premier crack comme creuser. Donc, on est sur donc, comprendre l'objectif de l'objection. Donc, qu'est-ce que c'est le besoin qui pourrait ne pas être satisfait pour le recruteur? Et du coup, il va falloir aller creuser avec lui poser des questions pour comprendre en fait pourquoi il y a cette objection et quel besoin il craint que vous ne puissiez pas répondre, auquel vous ne pourrez pas répondre. Ensuite, du coup, pour ça, donc il va falloir vraiment vous mettre à la place du recruteur en faisant preuve d'empathie, en disant, voilà, moi je comprends que le besoin sur ce poste-là, c'est ça. Et du coup, bien écouter et reformuler ce qu'il aura pu vous dire pour pouvoir derrière vous mettre d'accord. Parce que des fois, effectivement, on est aussi sur de la communication. Donc, ça peut être une incompréhension. On n'est pas forcément sur le même mode de communication. Chacun va coder des choses avec son propre filtre. Donc là, le but, c'est vraiment de bien comprendre et de valider que vous soyez bien compris pour pouvoir après dérouler. Donc ici, on est vraiment dans une écoute active et puis de réutiliser vos mots pour bien comprendre ce que la personne avait émis en termes d'objection et du coup, poser des questions pour bien valider quel était le besoin que le recruteur a en tête pour la suite. Donc du coup, par exemple, ça peut être une objection du type vous n'avez jamais travaillé sur un poste identique. Ça, c'est des choses qu'on peut vous dire régulièrement. Ou dans le même secteur d'activité, qu'en recrutement, on aime beaucoup les copier-coller. Plus on est dans les clones et plus on est satisfait en recrutement. Donc, ça oublie quand même un certain nombre de notions, de motivation, etc. On peut être copier-coller. Si on n'a pas envie de faire ça, on ne sera pas bon pour autant. Mais voilà, c'est aussi une question de comment vous allez pouvoir l'exprimer. Donc, du coup, si on vous dit vous ne correspondez pas, enfin, vous n'avez pas occupé exactement le même poste, du coup, à votre avis, qu'est-ce qu'il peut y avoir comme peur derrière ça? Alors, comme je vais couper les micros, levez la main ou. Alors, Marielle, oui, je vais vous. Oui, en fait, derrière tout cela, il peut y avoir une peur, une crainte, bonjour, pardon, Bonjour. une crainte, de ne pas avoir assez d'expérience, quant aux tâches, aux missions à réaliser. Oui, c'est ça, c'est de ne pas être assez adapté pour le poste et du coup, derrière, on peut supposer que l'entreprise n'a pas forcément le temps de vous prendre en charge, de vous aider à monter en compétences. Donc, ça peut être aussi un coût. Enfin, voilà, il peut y avoir effectivement pas mal de choses euh, voilà, de crainte derrière ce type d'objection. Alors, dans le chat, on a les compétences en défaut, ne pas être recruté. Ça, c'est pour vous, la peur que vous avez. Mais pour le recruteur, il peut y avoir d'autres peurs. En fait, plus vous arrivez à vous mettre dans la peau du recruteur et plus vous allez comprendre ce qui se joue pour lui. Oui, la peur que le candidat ne puisse pas gérer le quotidien du poste, effectivement. Donc, si vous n'êtes pas du tout adapté, le recrutement, il est raté, en fait, hein, pour l'entreprise. Euh,
Sur des postes de cadre, on est sur des coûts moyens de recrutement raté de 48 000 €. Donc, il y a aussi un enjeu financier hein, pour les entreprises. Donc, la perte de temps, oui. Donc, là, le but est effectivement, derrière les besoins et les peurs, il va falloir aussi pouvoir trouver des arguments pour démontrer que, même si vous ne connaissez pas parfaitement ce poste-là, ben, vous avez quand même eu des missions qui étaient tout à fait similaires, dans un contexte ou un modèle un peu similaire également. Et là, c'est maintenant qu'il va falloir sortir aussi un argument, quelque chose de factuel, de concret, pour rassurer. Alors, il y a une question sur la question: «Vous êtes trop qualifié, vous risquez de vous ennuyer». Celle-ci, on peut vous la sortir régulièrement. Est-ce que vous avez des idées de réponses par rapport à cette objection-là? Donc là, derrière, il y a aussi le besoin d'avoir une personne adaptée. Si on est trop qualifié, donc surdimensionné pour le poste, est-ce qu'on est sûr qu'on va rester sur ce poste-là? Alors, je je vous rends le micro. C'est bon? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Oui, alors moi j'ai eu cette question-là parce que j'ai postulé, oui, effectivement, à un poste où les qualifications, compétences, on va dire, étaient inférieures à mes diplômes, à mon diplôme. Et c'est vrai que j'ai quand même argumenté. Il m'a souligné justement que j'allais peut-être m'ennuyer pour le poste, mais j'ai quand même été recrutée pour ce poste. Donc après, en ayant eux compris quelles étaient à l'heure actuelle, on va dire, mes envies aussi et le pourquoi en fait, quoi. Oui, Donc c'est possible. C'est possible, mais bon, il faut quand même argumenter dans le sens vraiment positif. démontrer la motivation que vous aviez par rapport à ce Ouais, poste-là tout et à la fait. projection aussi. Oui, tout à fait. Donc c'est Donc possible. vous les avez rassurés. Voilà. Ça a fonctionné. Oui, Et merci. effectivement, Marion, dans le chat, nous, dit: «Montrer sa motivation, présenter son projet, prouver la valeur ajoutée pour eux aussi». Parce qu'effectivement, prendre quelqu'un qui peut paraître surdimensionné, ça peut apporter aussi des choses, intéressantes à l'entreprise, et pas simplement quelqu'un qui va, vite s'ennuyer et qui va vite vouloir partir pour le coup. Le poste peut évoluer aussi. Alors, oui, mais si c'est pas prévu, alors souvent c'est le cas, hein, que les postes évoluent, dans le temps et cetera. Maintenant si de fait, enfin au démarrage du recrutement, ils ont pas prévu d'évolution tout de suite, on peut se dire: «Ouais, mais du coup si la personne elle est là pour évoluer et que nous c'est pas prévu comme ça risque d'être à nouveau un frein». Un poste facile pour avoir une meilleure équité pro perso. Oui, alors ça peut être une belle motivation pour vous. Maintenant, il va falloir quand même tourner la réponse pour, pouvoir, rassurer sur le fait que ça sera facile, mais voilà, vous allez quand même, vous impliquer, vous cherchez effectivement à avoir un bon équilibre, vie pro, vie perso et ça semble tout à fait compatible avec, vos compétences, vos motivations et cetera et cetera. Je ne sais pas si le mot facile, ça peut être peut-être un peu mal perçu? Pour répondre à la question. Un poste facile, est-ce qu'on peut dire ça en entretien? Ça me paraît un peu péjoratif, vous voyez? Le mot facile, il peut être: «Ouais, mais votre poste, c'est, je pourrais le faire à mi-temps, quoi». Ça risque d'être un peu mal perçu. Alors, il y a des questions sur, l'argumentation sur le domaine de la vie personnelle, sur l'ennui. Est-ce que vous pouvez préciser? Laetitia. Heu, je vous donne je vous rends le micro. Voilà. Normalement, vous pouvez activer votre Oui, micro. c'était par rapport à ce que disait la jeune femme qui a été recrutée par rapport à sa surqualification, par exemple. Et donc, en effet, comment, enfin, en ayant suivi le webinaire hier aussi, comment parler de sa vie personnelle qui est en fait l'argument, sachant que justement on ne doit pas trop en parler et juste dire, par exemple, avoir un meilleur équilibre vie pro-perso. Le problème, c'est que tout le monde le dit. En fait, on est tous à dire ça, on est tous. Comment différencier, comme l'intitule votre réunion? Merci.
Alors, du coup, par rapport à tout le monde cherche à avoir un équilibre, hein, je connais aucun, en tout cas, moi, j'accompagne aucune personne qui cherche à avoir un boulot qui lui prend tout son temps et qui cherche pas d'équilibre finalement entre vie pro, vie perso. Donc après, c'est aussi peut-être le réorienter, le recentrer finalement sur si vous avez un bon équilibre de vie pro et personnelle, vous serez d'autant mieux impliqué dans votre entreprise et dans votre poste. Donc c'est peut-être juste recentrer sur la réponse plutôt que de le centrer sur votre vie perso, d'amener l'équilibre aussi par rapport à votre engagement dans votre vie professionnelle, en fait. Ça peut être une piste, en tout cas, pour rassurer. Et derrière ça, je pense qu'on peut aussi donner des exemples, hein. On va parler du A comme argumenté, mais là, le but, ça va être d'expliquer, voilà, dans un autre contexte, j'avais un poste sur lequel je pouvais m'investir, où j'arrivais à avoir des bons résultats dans le temps imparti. C'est surtout ça, hein. Le but, c'est que votre poste, il ne déborde pas dans votre vie personnelle. Et du coup, bah, je le faisais avec d'autant plus de plaisir, d'autant plus d'engagement, etc., etc. Donc, le focus, c'est vraiment pas forcément de dire moi je veux un meilleur équilibre vie pro, vie perso, parce qu'on entend forcément je veux pas passer trop de temps au travail pour avoir du temps pour moi, mais du coup, c'est pas le temps passé au travail, c'est plutôt la qualité de votre engagement et de vos compétences qui seront nécessaires et adéquates pour ce poste-là. Est-ce que vous avez, alors Marielle, ouais, normalement, vous pouvez prendre la parole. Oui, merci. Après, les activités, que l'on a dans la vie personnelle peuvent apporter aussi quelque chose, vis-à-vis des compétences, comment le savoir-être, le savoir-faire. Tout Donc, à ça fait. peut être aussi un appui, voilà. Oui. C'est pas parce qu'on n'est pas payé qu'on n'est pas compétent, qu'on ne développe pas de compétences en réalité. Donc on peut effectivement s'appuyer aussi sur des choses qu'on fait à titre plus personnel, en bénévolat ou dans des activités, quelles qu'elles soient. Après, ça peut effrayer aussi, l'employeur. Alors si ça peut être des activités qui prennent beaucoup de temps, il faut doser aussi effectivement. Oui. Tout est une question d'équilibre en fait. Alors, il y a quelqu'un dans le chat qui explique qu'il avait accepté de baisser son salaire pour un poste idéal côté vie perso. Et du coup, la recruteuse a dit qu'elle ne voulait pas que sa seule motivation soit pour cela, pour accepter le poste. D'accord. Bon. Après, voilà, quels sont les enjeux du côté du recruteur et si effectivement on- on est trop appuyé sur le côté vie perso, c'est pas assez rassurant. Et du coup, est-ce que voilà, le poste vous plaît vraiment ou est-ce que c'est simplement parce que finalement vous pensez que vous y passerez pas trop de temps et que ça cochera la case, quoi? Si on était juste là pour avoir un minimum de temps à consacrer à son travail, on ne serait pas en train de réfléchir à être utile. Enfin voilà, on prendrait n'importe quel job, on aurait un salaire et ça serait parfait, quoi. Donc effectivement, à recentrer. Alors, si on continue, du coup, sur le parti reformulé, donc dans l'échange, donc bien travailler sur ce que vous avez compris de ce que vous a émis le recruteur en termes d'objections. Donc, vous allez le reformuler et du coup le transformer en un besoin pour mettre en lien avec l'ensemble de votre offre de service, hein, dans ce que vous avez à offrir en termes de compétences, de soft skills, etc. Donc, du coup, vous pouvez travailler sur des reformulations en parlant de si j'ai bien compris, c'est ça, ou d'après ce que j'ai pu comprendre, c'est ça. Est-ce que je me trompe? Est-ce que je suis dans le juste? Comme ça, vous êtes sûr que vous n'êtes pas en train de parler de deux choses qui n'ont rien à voir l'une et l'autre. Donc, la reformulation, c'est vraiment un outil intéressant en entretien. Rappelez-vous quand même que dans les entretiens, on est quand même sur une discussion, un échange, hein. On n'est pas dans un interrogatoire. C'est le recruteur, c'est pas lui qui est là que pour vous questionner, vous. Vous avez aussi des questions à lui poser parce que vous devez aussi valider que son poste va vous correspondre. Et c'est tout l'enjeu du coup de l'échange et non pas d'un entretien unilatéral, quoi. Donc du coup, si j'ai bien compris, est-ce que votre besoin c'est ça? Est-ce qu'il vous faut impérativement ça? Il est impératif pour ce poste? Si je comprends, l'une des conditions de réussite sur ce poste, ça peut être ça. Voilà, donc reformulez et regardez bien
la réaction de votre interlocuteur et du coup, voir si vous vous comprenez bien. Et du coup, le conseil dans cette reformulation, c'est de bien préparer finalement votre entretien en analysant bien l'offre d'emploi, en prenant bien chacun des aspects qui sont décrits dans l'offre, les compétences demandées, les missions qui vont être à réaliser, etc., etc. Alors, au niveau du coup de l'argumentation, donc c'est là où vraiment il va se jouer quelque chose d'important, puisque c'est comme ça que vous allez pouvoir faire la différence avec quelqu'un d'autre, valoriser également vos aspects, vos compétences, vos différences également. Alors, on parlait d'une méthode CAB et du coup, à l'APEC, on utilise une méthode qui s'appelle SCORE. Alors, on peut l'appeler aussi STAR, on peut l'appeler CAR, enfin, c'est tout un petit peu la même idée. Donc là, l'objectif de l'argumentation, c'est toujours de rassurer le recruteur. Rappelez-vous, du coup, on part de besoin et du coup de peur que vous ne correspondiez pas à son besoin, que vous ne pouvez pas y répondre. Donc, du coup, il va falloir le rassurer un maximum et le convaincre. Et pour être convaincant, il va falloir être factuel. Et pour être factuel, on va raconter en fait des éléments, des exemples, des réalisations très précises. On parle un peu de storytelling, mais vraiment on est dans le fait de raconter quelque part un peu des histoires, mais concrètes, hein, réelles, pour lui permettre de vous projeter, de vous imaginer en train de travailler, de lui permettre aussi de juger si vous allez bien pouvoir vous intégrer dans son entreprise. Vous voyez, on est vraiment sur des choses qui vont toucher à la fois du hard skills, donc de la compétence savoir-faire pur et dur, et aussi du soft skills. Alors, la méthode SCORE qu'on utilise, ça signifie situation pour S, contenu, outils, résultats et évaluation. Alors, je vous parlais STAR, c'est un peu la même chose. STAR, c'est situation, tâche, action, résultat. Il faut essayer de trouver celle qui vous parle le plus. Parce que moi, je sais que j'ai des candidats sur SCORE qui me disent, oula, mais situation, contenu, c'est un peu la même chose. Peu importe. En tout cas, c'est des méthodes qui sont également utilisées par les recruteurs eux-mêmes pour vous interroger. Vous allez vite comprendre qu'ils veulent comprendre le contexte, ils veulent savoir s'il y a eu des problématiques, des contraintes, comment vous avez travaillé, quelle méthode vous avez utilisée, quels résultats vous avez pu obtenir. L'évaluation, c'est vous ce que vous avez pu en retirer de votre expérience. Donc, pour un score, on est vraiment sur quelque chose de précis. Ça va être très compliqué de travailler sur un score, sur une expérience dans sa globalité. Il va falloir vraiment faire du parallèle entre l'offre d'emploi à laquelle vous avez répondu, les besoins qui sont exprimés dans l'offre et vous, ce que vous avez en face. Donc, par exemple, si on vous demande de manager une équipe, comment vous allez quel va être votre exemple de management d'équipe? C'était une équipe dans quel type d'entreprise, quel type de personnes, combien il y en avait, quel était votre rôle, vos outils? Je ne sais pas, est-ce que vous avez vous faisiez des entretiens annuels? Est-ce que vous construisiez des plans de formation pour l'équipe? Est-ce que vous utilisiez certains outils comme du coaching ou autre? Vous voyez, est-ce qu'il y avait des contraintes? Par exemple, l'équipe, il y avait beaucoup de turnover. Comment vous avez fait pour fidéliser les gens et qu'ils aient envie de rester? Et du coup, le résultat, il va être soit quantitatif, soit qualitatif, soit les deux. Et c'est vraiment cette notion de résultat qui va vous différencier parce que finalement, on peut se dire que les gens qui postulent, ils savent faire à peu près tous la même chose que vous. Donc, comment on va se différencier? Ben, c'est sur sa manière de travailler et sur les résultats qu'on a pu obtenir par rapport à ces éléments similaires, ces missions similaires. Est-ce que ça vous parle? Alors, moi, je trouve que ça, c'est la partie qu'il faut vraiment bien travailler en amont parce que quand vous êtes bien au clair déjà sur la méthode, quand vous arrivez à vous l'approprier et puis quand vous avez bien travaillé des arguments un peu en amont parce que vous allez avoir des choses qui vont être un peu récurrentes dans les offres d'emploi sur lesquelles vous allez vous positionner, vous pouvez vous constituer comment dire, votre boîte d'arguments dans laquelle vous allez pouvoir piocher un peu au fil de l'eau. Alors, ça marche à l'écrit, ça marche à l'oral également, hein, on peut faire les deux. Mais dans vos lettres de motivation, notamment, on va argumenter dans la lettre de motivation et on peut tout à fait utiliser cette méthode SCORE qui
fait ses preuves et du coup qui amène quand même un éclairage complémentaire par rapport à ce que vous avez pu écrire dans votre CV. Si vous voulez utiliser Score dans votre CV il va faire 6 pages, quoi. C'est pas possible. Mais pour avoir quelque chose de complémentaire quand on vous demande une lettre de motivation et éviter d'être dans une paraphrase de votre CV ou alors même d'avoir une version écrite plus jolie, on va dire, avec des belles phrases dans votre lettre de motivation, mais qui n'apporte pas d'éclairage complémentaire, c'est tout à fait adapté. Est-ce que vous aviez déjà utilisé une méthode un peu comme ça? Alors, il y a une question. STAR, c'est situation, tâche, action, résultat. Elle est un peu plus simple que SCORE. Et il y a CAR aussi. Et CAR, c'est contexte, action et résultat. On est quand même sur les mêmes idées, hein. Alors, attendez. Donc, il y avait une question. Combien de temps peut-on passer sur une seule expérience? En général, le temps, c'est toujours un peu la même chose, c'est 3 minutes partout. La présentation, on est autour de 3 minutes. Un argument, on est autour de 3 minutes. Sinon, vous allez vous embrouiller. Ça va être soit trop court, soit trop long. 3 minutes, c'est une durée qu'on maîtrise plutôt bien dans la vie globale. Donc, essayez de vous chronométrer pour voir à peu près combien de temps vous tenez. Si vous dépassez les 3-4 minutes, ça devient long et du coup, on vous perd, quoi. L'avantage aussi d'amener de la méthode, c'est que ça va vous permettre, vous, d'avoir une trame et de ne pas vous perdre aussi dans ce que vous dites. Moi, j'ai tendance à partir dans tous les sens. Si je dois argumenter, je suis dans ma méthode. Au moins, je sais où j'en suis. Je ne me perds pas dans des détails ou dans «Ah tiens, j'ai une idée qui est apparue au milieu, bah, je vais la poursuivre et du coup, je ne sais plus du tout ce que je disais, je ne sais plus comment atterrir et ça va vous perturber, ça va perturber la personne en face. Et du coup, on est plus concret. Sur la question comment on met du score dans notre CV, on ne le met pas dans son CV justement, on va utiliser score plutôt dans une lettre de motivation. C'est vraiment, on ne peut pas argumenter sur un CV. On est dans du factuel, on est très télégraphique en plus, donc on va vraiment essayer d'argumenter plutôt sur la lettre de motivation. La traduction alors score, vous l'avez à l'écran normalement, situation, contenu, outils, résultats, évaluation. STAR, c'est situation, tâche, outils, action, résultat, pardon. Et CAR, contexte, action, résultat. Contexte, contenu. Ça va pour vous? Donc, là où je vous disais, où vous pouvez gagner en efficacité, c'est de vous préparer ces arguments un peu en amont. Ah bah oui, vous avez vu, il y a des recruteurs effectivement qui vont vous questionner vraiment sur ce modèle-là. Et si vous êtes un peu attentif, vous allez voir que on est vraiment dans ce type de modèle-là, dans le questionnement. Et si vous l'adoptez aussi, bah, en fait, vous servez un peu tout ce dont le recruteur a besoin sur un plateau. Il n'a plus qu'à aller l'utiliser et à piocher dedans. Donc, c'est gagné d'avance, quoi. Du coup, vous voyez, je ne sais plus ce que je disais avant, à force de parler. Oui, donc en préparant vos arguments en amont, vous aurez plus qu'à copier-coller finalement dans vos lettres de motivation l'argument qui va bien aller par rapport aux besoins du recruteur. Ça vous permet aussi de préparer un peu tous vos entretiens hein, parce que quand vous aurez bien assimilé la méthode, n'importe quel exemple pourra être un peu mouliné dans ces méthodes-là finalement. Donc, c'est vraiment tout gagnant-gagnant. Et c'est ça qui va vraiment vous différencier et valoriser votre parcours, vos expériences, vos exemples, vos motivations, etc. On peut utiliser Score avec des qualités et des défauts aussi. Hein. Comme ça, c'est pragmatique et concret. Marielle. Oui, mais dans le cas donc du handicap, donc normalement l'employeur n'a pas posé de questions sur le type de pathologie et autres, Oui. mais quand ça arrive, on a beau utiliser beaucoup d'arguments par rapport à l'aménagement du poste, etc., et que c'est répétitif quand vous êtes en poste, une fois que vous êtes en poste et que vous êtes en période d'essai, c'est assez compliqué voilà, quand il y a, c'est pas un harcèlement, mais une répétition dans la question, mais quel type de pathologie vous avez,
alors qu'on a juste dit, par exemple, qu'on avait besoin en aménagement, je ne sais pas, d'un ordinateur avec un écran spécial ou d'un siège ergonomique, enfin voilà. Voilà, ça reste très, très compliqué. Hein. Intrusif, en fait, c'est ça? Oui, Vous c'est avez ça. l'impression… C'est ça. Ah ben, c'est pas qu'une impression. Ouais, non, mais c'est sûr. Ça n'est pas qu'une impression, c'est intrusif, mais parce que ça inquiète, je pense. Et du coup, quand on ne connaît pas, on est sur des questions qui sont un peu personnelles. Donc là, on peut aussi peut-être effectivement reformuler en exprimant le besoin qu'il y a derrière, en creusant, en voulant creuser sur des aspects un peu trop personnels. Qu'est-ce qu'il craint? De quoi il a peur? Est-ce que, par exemple, il pense que ça va lui coûter de l'argent? Vous voyez? Donc après, vous pouvez peut-être aussi essayer de trouver des exemples dans d'autres cadres de travail où ça se passait très bien, vous étiez hyper efficace. Voilà, on est simplement sur des moyens complémentaires et du coup, peut-être même essayer de trouver des références, pourquoi pas, des contacts que vous avez pu avoir dans d'autres structures qui pourraient témoigner finalement de comment ça s'était passé. Ça peut être aussi une idée. Pourquoi pas? Je ne sais pas si Merci. d'autres ont des reconnaissances handicap et qui ont pu utiliser ça. Merci. Ou peut-être des exemples qui sont mis à la télévision, des choses comme ça, je ne sais pas, mais bon, ça Oui, des choses qui parlent. parle. Moi, j'ai accompagné un jeune homme qui était myopathe. Alors, je peux vous dire qu'en termes de handicap, c'était du lourd, quoi. Il était dans un fauteuil roulant avec un dispositif qui l'aidait à respirer et en plus, il avait une aide humaine. Et en fait, ce jeune homme, il voulait pas. Il voulait pas dire qu'il était handicapé, déjà dans son CV. Alors, c'est un ingénieur, donc en fait, il avait des entretiens. Mais alors, quand il arrivait en entreprise, en entretien, je vous dis pas la tête que faisaient les recruteurs, c'était oulala, au secours, quoi. Donc, en fait, on avait beaucoup travaillé sur déjà au moins exprimer quelque part dans son CV qu'il était porteur de handicap, histoire de préparer un peu les recruteurs en face. Et en fait, dans son argumentaire, il avait récupéré tout un dossier, il avait travaillé pour la SNCF, il me semble, il avait récupéré le dossier d'un ergonome qui avait été rédigé pour la SNCF et du coup, il le passait au recruteur et il expliquait en fait que toute la partie logistique, c'était traité par la GFIP. Enfin voilà, il était dans le concret et dans le fait de rassurer un maximum ses interlocuteurs et ça marchait bien parce qu'en définitive, il n'a pas eu pas un poste, mais deux postes complémentaires. En plus, lui, il pouvait pas, il était ingénieur en génie civil et son truc, c'était d'aller sur les chantiers, mais il pouvait pas y travailler. Donc, il fallait qu'il puisse aller voir les choses sur lesquelles il faisait des études. Donc, sa contrainte à lui, c'était d'être dans la région où il habitait et potentiellement accessible en transport en commun, quoi. Et il avait trouvé. Donc, voilà. Mais il y allait vraiment en mode euh, ça va rien vous coûter. Je suis hyper opérationnelle. Mon aide humaine, c'est moi qui la gère. Enfin voilà. Parce que là, on pouvait même se demander comment il allait faire pour aller juste prendre sa photocopie sur la machine, quoi. On en était là. Hein. C'était quand même assez compliqué, quoi. Donc, le fait d'arriver avec des éléments factuels, de montrer que ça avait été possible dans d'autres cadres et du coup avoir ce dossier d'un ergonome, etc., ça avait super bien fonctionné avec un petit score au milieu. Merci, c'est un bel exemple. Ouais. Et vous pouvez le trouver sur les réseaux sociaux, il est très actif. Il s'appelle Antoine Durand, je crois. Oui, ça doit être ça. Je revérifierai. Est-ce que vous avez des questions sur cette méthode score? Ça vous paraît OK? Alors, au début, ça paraît un peu bizarre, hein, mais franchement, c'est une méthode qui marche bien. Oui, c'est Antoine Durand, je ne me suis pas trompée. Alors, le dernier, C de crack, donc c'est crack c'est pour contrôler. Donc là, le but, ça va être, après avoir
bien reformulé, compris le besoin, argumenté, etc., vous allez vous assurer qu'il n'y a plus de doute et qu'il n'y a plus du coup de crainte et d'incertitude et que vous pouvez continuer dans le process de recrutement. Donc du coup, là, le conseil, c'est de reprendre l'argument de votre démonstration et valider, en fait, pour avoir un oui, que la personne, elle acquiesce et qu'elle soit bien d'accord avec vous, que vous correspondez et qu'il n'y a plus finalement de crainte à avoir par rapport à ce sur quoi elle avait des doutes, quoi. Alors, il peut y avoir aussi des questions, hein, il faut sentir de la poser, mais vous pouvez tout à fait demander au recruteur qu'est-ce qui vous inquiète encore? Vous voyez, des questions un peu comme ça. Est-ce qu'il y a encore des choses à lever qu'il n'aurait pas forcément exprimées? Mais au moins, ça permet d'être vraiment au clair et de sortir un peu toutes les objections qui peuvent encore traîner dans sa tête et qu'il n'a pas forcément posées, mais qu'il a quand même en tête. Donc, ce n'est pas forcément évident en termes de questions, mais c'est vraiment hyper intéressant à poser parce que du coup, voilà, vous allez être vraiment transparent, et lui et vous, et on pourra vraiment être au clair sur est-ce qu'on correspond l'un et l'autre, quoi. Est-ce que vous correspondez? Est-ce que ça vous correspond également? Donc, ça peut être d'ailleurs une question à poser quand on vous dit est-ce que vous avez des questions? Pourquoi pas? Oui, est-ce qu'il y a encore des choses qui pourraient vous inquiéter dans mon profil? Et c'est l'occasion de... Est-ce que vous trouvez ça agressif? Qu'est-ce qui pourrait vous inquiéter dans mon profil? Alors après, on n'est pas... l'inquiétude, ça reste assez light en termes d'émotions. On n'est pas dans la peur, l'effroi. Non, moi, je trouve que c'est assez ouvert. Après, voilà, c'est à vous de... Si vous trouvez que le mot inquiète est un peu trop agressif, peut-être essayer de trouver une autre formulation, mais je trouve que ça peut avoir du sens. Après, c'est très anglo-saxon, hein, comme type de question. Ça, c'est des questions qu'on pose bien dans des pays. Oui, ça peut être aussi effectivement, qu'est-ce qui peut encore vous freiner par rapport à mon profil? Vous voyez, on peut trouver des choses. À vous de voir si c'est quelque chose qui peut vous convenir en termes de questionnement. Alors, du coup, est-ce qu'il y a des choses? Alors, on peut demander, est-ce que j'ai pu vous rassurer? Est-ce que j'ai levé vos doutes? Est-ce que vous voyez pourquoi ce point ne sera pas bloquant? Alors, les négations, c'est toujours un peu compliqué. Vous savez, dans le cerveau, le cerveau, il n'est pas codé pour la négation. Si je vous dis ne pensez pas à un éléphant bleu, ben, vous pensez tout de suite à un éléphant bleu. Donc, du coup, essayez de formuler aussi des choses où il n'y ait pas forcément une négation. Ça peut être intéressant pour bien être au clair et être dans le positif. Donc, du coup, comme je vous disais, là, vraiment, l'objectif, c'est de pratiquer, de s'entraîner, de tester. Vous ne serez pas du jour au lendemain hyper au point, mais voilà, n'hésitez pas à vraiment y aller parce que c'est vraiment des méthodes qui ont fait leurs preuves et qui vont vous permettre de à la fois rassurer, à la fois convaincre également, et puis vous convaincre aussi, parce que souvent, quand on n'est pas assez convaincu soi-même, on ne sera pas convaincant pour la personne en face. Donc, le fait de repartir un peu dans votre parcours, de reprendre des choses qui sont pragmatiques, qui sont terrain, ça va vous permettre de vous dire, mais oui, effectivement, je sais faire, et en plus, j'ai des exemples pour trouver de quoi argumenter. Donc là, vous serez d'autant plus convaincu et d'autant plus convaincant pour la suite. Donc, si vous doutez de vous, vous savez, on est dans de la communication. La communication, alors après, les chiffres, ce n'est pas une science exacte, mais on est à peu près sur 90% de non-verbal. Donc, si vous avez un discours qui est bien rodé, mais que tout votre non-verbal n'est pas aligné, vous ne serez pas convaincant. Donc, voilà, essayez vraiment aussi de travailler votre posture, votre attitude et du coup être convaincu, sûr de vous, positionné, voilà, ferme, ancré. Ça peut vous permettre aussi d'être plus convaincant, même au niveau du non-verbal.
au niveau des reformulations, si on part aussi, alors ça c'était quelque chose que je voulais aussi vous amener aujourd'hui. Où est-ce que je l'ai mis? J'écris de partout et après je ne trouve plus. Donc, on peut reformuler si par exemple on est sur des questions qui sont un peu hors sujet, entre guillemets, c'est-à-dire on va vous poser des questions qui ne sont pas adaptées, trop personnelles. On peut aussi neutraliser et recentrer, hein. Donc, vous pouvez dire, voilà, je pense qu'on n'est pas ici, on est dans un entretien de recrutement, je pense que ce sujet-là n'est pas adapté. Enfin voilà, il faut que ce soit poussé, hein, mais on peut tout à fait reformuler. Attention simplement, alors, recentrer, neutraliser, relancer aussi en posant aussi une question. Ça peut permettre de relancer la discussion. Donc, en gros, on est sur soit expliquer, soit relancer sous forme de question, soit recentrer, soit neutraliser. Et du coup, la seule chose qu'il faut essayer d'éviter là-dedans, c'est de se justifier. Si vous commencez à vous justifier, vous allez être tout de suite dans une posture de soit un peu de victime ou d'excuse ou un peu sur la défensive. Donc, se justifier, c'est pas tout à fait adapté. Il faut préférer l'explication parce que il n'y a pas de problème, quoi. La justification, c'est souvent, on pense qu'il y a un problème. Vous aviez posé quelle question, du coup, le recruteur qui a menti pour le... Ah, le turnover était fini. C'était sur la question comment demander au recruteur s'il y a beaucoup de turnover sur ce poste sans l'attaquer. Le recruteur, il ne va pas forcément vous dire effectivement les problèmes comme ça, hein. Donc, je pense que vous pouvez peut-être aussi essayer de faire une petite enquête. Excusez-moi, je n'avais pas vu qu'il y avait la question au-dessus. Donc, l'enquête, ça va être aussi potentiellement, alors vous avez des sites internet comme Glassdoor, par exemple, qui est un peu le TripAdvisor de l'entreprise. Vous pouvez aller voir un peu voilà, on peut regarder sur Glassdoor, effectivement. Vous avez des avis des employés. Vous pouvez aussi, pourquoi pas, aller sur les réseaux sociaux et trouver des personnes qui travaillent pour l'entreprise pour les questionner. Enfin, tout est possible, hein. On peut aussi prendre soi-même des références. Vous pouvez regarder sur LinkedIn, on peut filtrer des gens qui ont travaillé dans l'entreprise et qui n'y sont plus. On peut faire un filtre comme ça et potentiellement leur faire un petit message et voir... soit voilà, regarder s'ils ont bien rempli leur profil, on va voir combien de temps ils sont restés. Et si ce n'est pas tout à fait rempli, ben, pourquoi pas les contacter et échanger avec eux, hein. Mais Glassdoor marche bien pour ça. Et effectivement, s'il y a des avis négatifs, on peut demander en fait qu'est-ce que l'entreprise. Alors, le pourquoi est un peu accusateur, mais vous pouvez peut-être demander qu'est-ce que l'entreprise essaye de faire pour améliorer et fidéliser ses employés, par exemple. Marielle? Oui, attendez, ça va me revenir. Oui, qu'est-ce qu'il en est des tests, vous savez, des fameux tests avec les questions qui vont vous profiler, enfin faire un profil Test de particulier. personnalité? Oui, test de personnalité, bon, qui soit envoyé avant par mail ou en ligne, mais il y a aussi ce type de questions à l'oral lors des entretiens. Sur les qualités, les défauts, des choses comme ça? Oui, sur quelle est l'image que vous avez, je ne sais plus, enfin des questions un peu déstabilisantes parfois. Alors, moi, j'ai toujours la même réponse, trouver des exemples. Si on vous demande de vous décrire en termes de personnalité, alors c'est la question qualité-défaut qu'on peut trouver aussi. Le but, c'est de toujours être dans le pragmatique, c'est-à-dire que si vous voulez dire que vous êtes organisé, dynamique et rigoureux, comme tout le monde, c'est bien, mais ça ne suffit pas, c'est du déclaratif. Donc là, l'objectif, ça va être toujours de trouver un exemple. Vous pouvez dire, voilà, moi, je suis quelqu'un d'organisé. Par exemple, dans le cadre de cette expérience, j'avais eu à organiser, je ne sais quoi, un événement, un déplacement ou autre. Et du coup, paf, vous allez trouver un score.
Donc, du coup, ça peut être intéressant de réfléchir aussi sur des éléments plus soft skills, personnalité, etc., à des exemples concrets qui pourront aussi argumenter et convaincre le recruteur en face. Et du coup, après, si on vous fait passer des tests, un test, c'est un test, hein, vous allez avoir un résultat. Après, normalement, on vous débriefe toujours un test, c'est obligatoire. Vous pouvez même demander à obtenir le résultat. Théoriquement, ils sont dans l'obligation de vous le remettre. Et puis voir après qu'est-ce qu'on en fait, hein. Un test, c'est à un instant T, ça peut bouger dans le temps. Globalement, sur votre personnalité, il n'y a pas de gros secrets qui vont être révélés, quoi. Sur la question des défauts, attention à ne pas sortir des trucs un peu trop compliqués à gérer, comme par exemple, je ne suis pas du tout ponctuelle. Bon. Alors, on essaie toujours de se trouver des qualités, des défauts qui pourraient être des qualités, mais tout le monde fait ça. Ou alors, il faut essayer de trouver des défauts qui peuvent être un peu anodins en entreprise, quoi. Moi, j'ai un fils qui est rentré en études et qui, du coup, avait passé des entretiens. Et en fait, il avait trouvé des défauts du type je suis assez mauvais perdant, par exemple. C'est pas trop grave. Alors, j'ai une main levée et une question dans le chat. Alors, oui, moi je voulais juste Cécile, rajouter que pour qualité et défaut, parce que c'est une question qui revient quand même beaucoup. ouais, Et bien, en fait, les qualités et défauts, c'est vraiment pas nos qualités, nos défauts perso, quoi. Il faut bien visualiser que ce sont des qualités et des défauts au travail. Donc, professionnel, ouais. professionnel avec un exemple comme vous l'avez cité. Et quand on fait cette démarche-là, ça marche beaucoup mieux, quoi. Voilà. C'est sûr. D'abord, c'est beaucoup moins ennuyeux pour, pour le recruteur en face. Il faut aussi se mettre à sa place, hein. Si vous faites votre petite liste, alors 1, 2, 3, c'est bon, j'ai mes 3 défauts, j'ai mes 3 qualités, hop, on passe à autre chose. Bah, il n'a rien appris sur vous alors. Donc, Et ça, il faut travailler sur vraiment de l'argument. le travailler en amont. Je pense qu'il faut Ah ouais, vraiment, déjà, qualité, défaut, il faut le travailler en amont. tout à fait. Ça se Mm. prépare. Parce que Ça la se question, prépare. elle sera peut-être pas posée, mais elle sera sûrement peut-être posée d'une autre manière aussi. Et malheureusement, elle est toujours posée, quoi. Oui, c'est vrai. C'est pas la question la plus intéressante du monde, mais elle est Elle est toujours là. posée. Donc, il vaut mieux l'avoir préparé, pas vous retrouver à pas savoir quoi dire, à bafouiller un truc qui va pas être très convaincant. Et du coup, et puis au mieux, on va pas vous la poser, mais au pire, vous serez prêt à répondre correctement, quoi. Ouais, tout à fait. Alors, des synonymes à perfectionnisme. Allons-y. Minutieux, comment on pourrait dire ça? On peut voir ça de manière positive, par exemple. Vous pouvez dire, bah, moi, j'aime beaucoup le travail bien fait, donc j'accorde beaucoup d'importance à y mettre de la rigueur, etc. Attentif aux détails. On n'est pas forcé aussi d'utiliser des adjectifs, hein. Ça marche. Pour la question du salaire, on nous propose un salaire plus bas que la fourchette basse. Alors là, c'est plus bas que bas. Pour moi, un salaire, ça s'argumente aussi. C'est-à-dire que vous allez pouvoir arriver en disant, ben voilà, moi j'ai fait ma petite étude de marché. Par rapport à ce que j'ai pu constater dans les offres d'emploi sur les mêmes types d'entreprises, dans le même secteur, sur le même type de poste, j'ai constaté qu'on était autour de X 1000 euros par an. On peut se dire aussi qu'il y a des études sur les salaires qui sont publiées par plein d'acteurs des ressources humaines. Donc, bon, évidemment, je vais prêcher pour ma paroisse, donc il y a celle de l'APEC, mais il y a aussi le cabinet ACE. Enfin, croiser les études, c'est intéressant. Sur le site apec.fr, vous avez aussi un simulateur de salaire qui a été encore remis à jour récemment. Donc, allez vous évaluer. Et en fait, en termes de salaire, moi, j'ai vu des gens faire un revirement c'était une jeune diplômée et en fait, elle avait expliqué à son recruteur que sur le type de poste, elle était juriste en fait. Les pratiques étaient plutôt autour de 31, je dis n'importe quoi, puis je me rappelle plus du tout combien elle tournait, parce que ça date un peu. Et en fait, le recruteur, il avait dit, ah ben ok, on n'était pas au courant, et du coup, il s'était aligné, il l'avait payé ce qu'elle voulait. Alors, ça ne marchera pas à tous les coups, parce que lui aussi, peut-être essayer de lui demander qu'est-ce qui explique que le salaire a été revu à la baisse.
Et du coup, est-ce qu'il cible bien la bonne personne, hein, parce que s'il veut payer finalement encore moins cher, est-ce que il cherche les bonnes compétences en face? Et là, on est vraiment sur, est-ce que se poser aussi la question, c'est quoi votre minimum vital auquel vous irez pas en dessous, hein? Ça, il faut que vous soyez au clair, vous aussi. Mais la question du salaire, ça s'argumente et du coup, ça se prépare aussi à l'avance. Ah, mais alors tout à fait, sur la question pourquoi est-ce que ça serait à vous de le dire en premier, vous pouvez aussi demander, ben, du coup, moi, j'aimerais savoir quel est votre budget par rapport à ce poste. On peut tout à fait poser une question. Les grilles, ça marche dans le secteur public beaucoup. Après, dans certaines conventions collectives, effectivement. Et après, alors, j'ai cherché, hein. Moi, je ne sais pas si vous avez déjà vu. J'arrive pas à les trouver, ces fameuses grilles. C'est compliqué, hein. C'est un peu secret, tout ça. Marielle? Vous m'entendez? Oui. Ah, là, on ne vous entend plus. Il faut que... Oui, vous Là, m'entendez? c'est bon. Oui, Voilà. En fait, c'est en fonction des conventions collectives. Il y a oui. souvent dans les conventions collectives et des annexes avec les différentes grilles. Donc, c'est là qu'il faut se référer. Il faut aller regarder. Donc, Voilà. ça, soit on peut les trouver en ligne. Après, vous avez aussi un numéro de téléphone qui s'appelle le 3939, qui s'appelle Allo Service Public. Et en fait, eux, ils ont toutes les conventions collectives. Donc, c'est plutôt bien fait. Il n'y a pas besoin de prendre de rendez-vous. Ils répondent hyper bien. Enfin, moi, je les ai plusieurs fois appelés. Sur tout ce qui est la question du droit du travail, ils sont très, très au point. Donc, peut-être que pour vous, Akram, je ne sais pas quel est le secteur d'activité, mais peut-être essayer d'ouvrir à d'autres secteurs d'activité qui pourraient avoir des grilles un peu plus avantageuses. Après, ça n'empêche pas certains employeurs de dériver. Voilà. C'est ça, ils tentent, hein. Mm. Oui, dans l'IT, c'est la convention Syntec, elle n'est pas super, comment dire, positive pour les salariés, quoi. Effectivement. Est-ce que vous avez des questions encore? Alors, est-ce qu'il y a quelque chose que vous retenez particulièrement de ce webinaire? On va tous travailler les scores.